Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ivermectine et d'autres antiparasitaires comme véritable traitement du cancer. Je vous rappelle que tous les médecins de plateau pendant la période Covid nous disaient et nous répétaient que c'était un vermifuge pour les chevaux sans absolument aucun intérêt pour l'homme. Et vous allez très vite comprendre dans cette vidéo que ces médecins de plateau étaient tout simplement des escrocs de Big Pharma. Aujourd'hui, pour nous parler de l'ivermectine, nous avons un réel expert dans le domaine, le docteur William Makis. Un médecin canadien spécialisé en radiologie, en oncologie et dans la médecine nucléaire. Il a publié plus de 100 articles dans des revues à comité de lecture et mené plus de 10 000 diagnostics de cancer. C'est un ancien radiologue au Cross Center Institute à Edmonton et s'est fait connaître pour toutes ses recherches sur les antiparasitaires du style ivermectine, mebendazole, febendazole dans le traitement du cancer. Aujourd'hui, le docteur Makis dirige la plus grande clinique mondiale dédiée totalement à l'ivermectine pour le cancer. Il milite également pour une recherche médicale totalement indépendante et axée sur des médicaments pas chers et testés sur des milliards de doses. Bref, je peux vous dire que ça va totalement swinguer dans cette vidéo. Allez, on commence de suite avec l'avis du docteur Makis sur l'annonce de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui va investir plus de 60 millions de dollars dans la recherche sur les antiparasitaires comme traitement du cancer. Regardez. C'est très excitant et vous avez tout à fait raison, c'est une grande nouvelle. Ce type de recherche devrait être mené par tous les grands centres de cancérologie, qu'il s'agisse du MD Anderson, du Memorial Sloan Kettering, de la Mayo Clinic, de la Cleveland Clinic ou du Dana-Farber. Ils devraient tous mener ces recherches depuis de nombreuses années déjà. L'utilisation de l'ivermectine dans le traitement du cancer ne fait pas l'objet de controverses. Plus de 400 études précliniques ont été publiées à ce jour sur l'utilisation de l'ivermectine dans le traitement du cancer et bon nombre de ces études indiquent que nous devons mener des essais sur l'homme. Il y a trop de preuves ici de l'efficacité de la réponse. Et le problème est que les grands centres de cancérologie ne font rien de tout cela. Et oui, bien évidemment, comme il le dira plus tard, Big Pharma vend des médicaments, des chimios qui coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, alors que l'ivermectine et tous les autres antiparasitaires dont il parle coûtent presque rien. C'est presque gratuit et surtout réellement efficace. Donc lancer des recherches dessus, bien sûr, ne rapporterait absolument rien du tout à tous les actionnaires de Big Pharma. Et écoutez, Là, je veux dire, l'explication est assez simple. Les grands centres anticancéreux fonctionnent selon des directives. Et ces directives leur sont fournies par les grandes institutions américaines comme l'American Cancer Society, l'American Association of Physicians, etc. Et malheureusement, toutes ces associations médicales et institutions sont financées par les grandes entreprises pharmaceutiques et donc ceux qui figurent dans ces directives, ce sont des médicaments coûteux. Des médicaments comme le Keytruda, le Kisqali, l'Opdivo, qui vous coûteront des centaines de milliers de dollars par an si vous êtes atteint d'un cancer. Ce sont donc ces médicaments qui figurent dans les directives. Et comme beaucoup de patients de cancer le savent, les oncologues ne pratiquent plus la science et l'art de la médecine. Ils ne le font plus depuis des décennies. Ce sont essentiellement des prescripteurs de médicaments qui suivent des directives très strictes pour prescrire certaines chimiothérapies, certaines immunothérapies ou certaines radiothérapies. Et s'ils s'écartent de ces directives, ils risquent d'avoir des problèmes avec les ordres des médecins qui sont également influencés par les grandes entreprises pharmaceutiques. Le secteur est donc fortement influencé par les grandes entreprises pharmaceutiques et avec des médicaments actuellement sur le marché qui leur apportent beaucoup d'argent. et oui, en France comme au Canada, on a également le même ordre des médecins cumulé aux agences régionales de santé, les fameuses ARS. Et l'ordre des médecins a donc été créé pour pouvoir virer les médecins récalcitrants à la doxa, totalement corrompus de Big Pharma, comme par exemple le professeur Raoult, le professeur Perron ou le docteur Louis Fouché. Et les ARS pourrissent totalement de normes tous les médecins et les hôpitaux. Toutes ces normes qui, je le rappelle, sont rédigées par des technocrates sans absolument aucune formation médicale. Et ce sont ces gars qui vont dire à tous les médecins d'utiliser tel ou tel médicament pour telle ou telle maladie. Et bien évidemment, ceux qui font leur vrai travail de docteur sont virés aussi secs par l'ordre des médecins. Je rappelle juste que ces deux organes d'État aussi destructeurs qu'invasifs ont un budget annuel de fonctionnement de 290 millions d'euros par année, soit l'équivalent de la construction d'un hôpital tout neuf et tout équipé tous les ans. Je rappelle aussi que les ARS gèrent un budget d'État de 80 milliards d'euros qu'ils distribuent aux hôpitaux et docteurs les plus dociles et les plus serviables du système. Mais revenons tout de suite sur les aides financières qu'a pu débloquer le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour enfin faire de la vraie recherche contre le cancer. Oh, absolument. Vous pouvez donc regarder ce que le gouverneur DeSantis a fait en Floride en collaboration avec le chirurgien général de Floride, le docteur Joseph Ladapo.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont exprimés publiquement en faveur de ce type de recherche, de la recherche sur l'ivermectine, le mébendazole et d'autres antiparasitaires. Ils ont ensuite alloué les fonds et mis l'argent à disposition. Et vous savez, il s'agit d'une somme d'argent considérable. Au moins 60 millions de dollars ont été réservés à la recherche sur les médicaments repositionnés. Et le gouverneur DeSantis et son épouse Casey DeSantis ont annoncé, je crois, près de 300 millions de dollars pour soutenir plus largement la recherche sur le cancer en général. Ils peuvent donc mettre leur poids politique au service de telles initiatives. Il se peut également que des fonds fédéraux soient disponibles pour de tels projets de recherche. Et je peux vous dire que ceux d'entre nous qui travaillent sur ces médicaments repositionnés existent bel et bien. Par exemple, j'ai été invité en Floride pour prononcer plusieurs discours, partager la scène avec le docteur Joseph Ladapo, chirurgien général de Floride. Et vraiment, vous savez, donner une sorte de cours aux participants sur le fonctionnement de ces médicaments repositionnés et leur utilisation. Ils sont très sûrs. Je veux dire, si vous prenez l'ivermectine, 4 milliards de doses ont été prescrites à des humains. Elle n'a jamais été, vous savez, juste un vermifuge pour chevaux ou moutons. C'est un médicament humain qui a remporté le prix Nobel en 2015 et qui figure actuellement sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, tout comme le mébendazole, l'autre antiparasitaire, que j'utilise également chez les patients atteints de cancer. Il figure également sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, mais on n'en entend jamais parler dans les médias. C'est pourquoi le soutien politique est si important, car il permet de se manifester publiquement, d'apporter son soutien et de fournir des fonds et de permettre à ceux d'entre nous qui font déjà ce travail de participer à la recherche, de mener ces essais, de les publier et de faire progresser le traitement du cancer dans une nouvelle direction. Heureusement qu'il y a encore des chercheurs et des politiciens totalement intègres de nos jours. Ça court plus les rues, mais il en reste encore quelques-uns et bravo à eux. Pour leur courage, je pense que toute cette période Covid nous a finalement permis de comprendre toute l'ampleur de toute cette corruption mondiale, de toute l'industrie pharmaceutique, des journalistes et de tous les politiciens. Auparavant, on s'en doutait tous, maintenant on le sait tous, il fallait un déclencheur et là nous sommes réveillés et nous sommes des millions. Nous ne pourrons jamais retourner dans toute cette léthargie. Et écoutez, Je peux vous dire, Kim, que la vitamine C et la vitamine D sont également des éléments clés de mes protocoles. Vous savez, il existe d'autres compléments alimentaires et même des plantes médicinales comme l'armoise douce Artemisia annua qui a également remporté le prix Nobel et qui est utilisée par l'OMS pour traiter le paludisme, par exemple, à grande échelle dans le monde entier. Il y a donc beaucoup de possibilités de recherche sur les médicaments repositionnés. La metformine utilisée dans le traitement du diabète a une activité anticancéreuse. On a récemment découvert que l'aspirine améliorait la survie et traitait les cancers du côlon. Il y a donc des opportunités à saisir et nous avons juste besoin d'un soutien politique. Et la Floride est vraiment à l'avant-garde dans ce domaine. Je suis tellement enthousiaste. Vous savez, je suis allé en Floride récemment, j'y retourne. J'ai donné des discours. Et il y a un soutien énorme pour faire évoluer les traitements contre le cancer dans une nouvelle direction. Vous savez, tout le monde veut commercialiser le dernier médicament ou vaccin contre le cancer, les vaccins ARN messagers contre le cancer, par exemple, qui vont coûter des centaines de milliers de dollars. Malheureusement, beaucoup de chercheurs en cancérologie, soutenus par le milieu médical et les grandes entreprises pharmaceutiques, ne voient que le profit. Ils veulent faire gagner de l'argent aux actionnaires, mais si vous donnez la priorité aux patients, vous voyez alors des choses comme ce qui se passe en Floride, où l'on est enthousiaste à l'idée d'aborder le cancer sous un angle nouveau. Et oui, imaginez, il a parlé de l'Artemisia annua, qui est reconnue comme une plante essentielle de la médecine mondiale, même par l'OMS, totalement corrompue de Bill Gates, et pourtant, elle est totalement interdite en Europe comme médicament. En Europe, ils ont seulement autorisé l'artémisinine, un décomposé de l'Artemisia annua, dans certains médicaments de Big Pharma, car bien sûr, en décomposant toute cette plante, ils peuvent breveter ces médicaments et donc faire du fric sur la santé des gens, tout en rajoutant des effets secondaires que l'Artemisia annua n'a pas quand on la prend sous forme de plante. Et pour revenir à notre sujet, on pourrait se demander à ce stade que font réellement l'ivermectine, le mébendazole et le fembendazole dans le traitement du cancer. Alors, écoutez. Les trois sont donc des antiparasitaires. L'ivermectine est utilisée pour certains ankylostomes, moxures et certains parasites. Le fembendazole et le mébendazole appartiennent à une classe d'antiparasitaires. Ils sont légèrement différents de l'ivermectine. Le fembendazole et le mébendazole sont presque identiques, mais ils ont des mécanismes d'action différents dans le cancer.
Et vous savez, je ne peux pas passer en revue tous les mécanismes car il y en a plus d'une douzaine qui ont été prouvés dans la recherche préclinique. Mais si l'on prend l'exemple de l'ivermectine, celle-ci bloque les voies de prolifération tumorale et il existe une voie appelée PAC1 qui conduit soit à la croissance de tumeurs malignes, soit à la croissance de tumeurs bénignes. Beaucoup de gens ignorent que l'ivermectine peut non seulement stopper la croissance de nombreux cancers, mais aussi celle de tumeurs bénignes telles que les fibromes, les lipomes ou les méningiomes. Elle possède donc un mécanisme antiprolifératif très puissant qui stoppe la croissance tumorale. L'ivermectine bloque, inhibe et tue également les cellules souches cancéreuses. Et les cellules souches cancéreuses sont la raison pour laquelle la chimiothérapie ne fonctionne plus dans 97% des cas. Les cellules souches cancéreuses sont des cellules cancéreuses présentes dans les tumeurs, mais elles ne se divisent pas rapidement. La chimiothérapie tue toutes les cellules qui se divisent rapidement. C'est pourquoi elle affecte votre moelle osseuse et fait baisser votre numération globulaire car elle touche toutes les cellules qui se divisent rapidement, qu'elles soient malignes ou non. Mais elle ignore les cellules souches cancéreuses. Et ces cellules souches cancéreuses peuvent rester dormantes pendant des années. Puis un jour, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, elles recommencent à proliférer et peuvent se propager à différentes parties du corps. Et oui, en 2025, le marché mondial des médicaments anticancéreux dépasse 260 milliards d'euros, soit environ un quart du chiffre d'affaires total de la médecine mondiale. Donc bien évidemment, tout le monde peut se poser la question pourquoi Big Pharma n'utilise pas l'ivermectine pour éradiquer toutes ces cellules souches cancéreuses de manière définitive et éviter la récidive des cancers. Alors peut-être qu'une petite idée vous traverse l'esprit. Pensez-vous éventuellement, potentiellement, possiblement qu'ils préfèrent que les gens retombent malades pour pouvoir vendre à nouveau toutes les chimiothérapies qui leur rapportent un max de pognon sur la santé des gens? Je vous laisse me répondre dans les commentaires ci-dessous et écoutez. Les oncologues font très attention à ne pas utiliser des termes tels que vous êtes guéri du cancer ou vous n'avez plus de cancer. Ils diront plutôt que vous êtes en rémission. Et parce qu'ils savent qu'invariablement le cancer revient souvent car ces cellules souches cancéreuses recommencent à se multiplier et se propagent à d'autres parties du corps. Vous avez donc maintenant des métastases. L'autre chose que vous remarquerez, c'est que lorsqu'un oncologue vous suggère ou vous prescrit une chimiothérapie, il ne vous dira jamais ou presque jamais qu'elle est curative. Cela va vous guérir. Ils diront, nous ne pouvons pas guérir un cancer du pancréas de stade 4, nous ne pouvons pas guérir un cancer de l'ovaire de stade 4. Ils ne diront jamais que la chimiothérapie est curative. Encore une fois, à cause de cette situation où les cellules cancéreuses reviennent et où le cancer revient, ils diront que c'est palliatif. Nous pouvons vous donner quelques mois ou années de vie supplémentaires, mais nous ne pouvons que mettre ce cancer en rémission pendant un certain temps. Ils utilisent donc le terme palliatif et non curatif. Vous savez, je pense que lorsque vous ajoutez de l'ivermectine à ces traitements, vous n'avez pas nécessairement besoin d'arrêter la chimiothérapie, l'immunothérapie ou la thérapie ciblée. Vous pouvez ajouter de l'ivermectine ou du mébendazole à vos traitements oncologiques existants et l'ivermectine va alors tuer les cellules souches cancéreuses. Nous observons donc des résultats très puissants lorsque les patients combinent la chimiothérapie avec l'ivermectine ou le mébendazole par exemple. Donc on peut penser que le docteur William Makis préconise l'usage de la chimiothérapie, mais on va quand même lui poser la question. Non, et encore une fois, c'est à la décision personnelle du patient. S'ils veulent suivre les traitements standards, vous savez, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, vous pouvez simplement ajouter l'ivermectine et le mébendazole ou le fembendazole à ces traitements. Et vous obtiendrez de meilleurs résultats. Et ce qui se passe actuellement, c'est que je reçois des réactions choquées de la part des oncologues, car ils n'ont jamais vu ce genre de résultats. Parfois, le cancer disparaît après 2, 3 ou 4 cycles de chimiothérapie, ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur carrière. Ils disent aux patients, je n'ai jamais vu cela en 30 ans de carrière. Vous n'avez donc pas à prendre cette décision. Certains patients font ce choix. Ils disent, écoutez, je ne supporte pas la chimiothérapie, les effets secondaires seraient beaucoup trop graves ou je ne veux pas de chimiothérapie. Vous savez, ce n'est pas ce en quoi je crois. Et puis, ils peuvent toujours suivre un protocole à base d'ivermectine, de mébendazole et de fembendazole. Mais nous constatons une réduction accrue de la tumeur et une destruction plus importante des cellules cancéreuses lorsque vous combinez tous ces éléments. Donc il dit clairement qu'il a vraiment observé que l'usage cumulé de la chimiothérapie et des antiparasitaires offre une diminution des tumeurs beaucoup plus rapide, mais que bien évidemment la chimiothérapie peut créer également des dégâts majeurs, voire plus, dans le corps humain. Alors on pourrait se demander quand même si l'usage des antiparasitaires empêche totalement la récidive des cancers. Écoutez. Vous savez, c'est très difficile à dire pour l'instant, c'est pourquoi nous avons besoin de ce type de recherche que le gouverneur DeSantis finance actuellement en Floride. Vous savez, j'ai des milliers de patients. Vous savez, nous suivons actuellement plus de 6500 patients que j'ai aidés au cours des 14 derniers mois.
Mais nous devons observer ces patients sur le long terme. Je peux vous dire que les patients qui suivent les traitements combinés où tout est regroupé semblent entrer plus rapidement en rémission. On observe une destruction massive des cellules cancéreuses. Les tumeurs fondent littéralement et les patients semblent entrer en rémission beaucoup plus rapidement. Mais encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients, n'est-ce pas? Vous savez, si vous optez pour la chimiothérapie, vous risquez de causer des dommages, par exemple à votre système immunitaire, à votre numération globulaire, et peut-être d'irriter votre foie et vos reins. Il faut donc toujours peser le pour et le contre. Mais il y a une chose que je peux vous dire, Kim, c'est que les patients viennent me voir presque toujours très très tard après avoir épuisé, vous savez, les 4 ou 5 traitements dont disposent les oncologues. Et puis les oncologues leur disent: «Désolé, nous n'avons plus rien à vous offrir». Les patients viennent donc me voir très très tard. Et puis il y a encore l'espoir que je puisse faire un miracle ou que ces médicaments, l'ivermectine, le mébendazole, puissent faire un miracle alors que le cancer est à un stade très très avancé, au stade 4. Le cancer s'est propagé aux os, au foie, au cerveau. Il est très difficile de traiter le cancer à ce stade. Alors que lorsque j'ai des patients atteints d'un cancer au stade 1, par exemple, j'ai eu des patients atteints d'un cancer de la prostate qui ont pris de l'ivermectine et du fembendazole pendant quelques mois et qui sont maintenant guéris, sans jamais avoir subi de radiothérapie ni d'opération de la prostate. Ils ont tout simplement évité tout ce processus. Ou les patientes atteintes d'un cancer du sein, lorsqu'elles viennent me voir avec une tumeur très importante dans le sein, elles prennent des antiparasitaires pendant quelques mois, et puis lorsqu'elles se font opérer, la tumeur est très petite. Les tumeurs ont disparu des ganglions lymphatiques et maintenant, elles peuvent être déclassées. Au lieu d'être au stade 3, elles sont maintenant au stade 2 ou au stade 1 et ils pourraient peut-être éviter certains des traitements supplémentaires que l'oncologue pourrait vouloir leur administrer par la suite comme une chimiothérapie lourde. Alors venez me voir plutôt, vous savez, essayez ces médicaments, essayez les médicaments repositionnés. Plutôt, n'attendez pas que votre oncologue vous annonce qu'il ne vous reste que 3 mois à vivre. Voilà, son message est suffisamment clair et je peux vous dire que si malheureusement je me retrouvais malade du cancer, ce docteur serait le premier docteur que j'irais consulter. Et pour terminer, je vous ai trouvé une autre interview où il en révèle beaucoup plus sur tous les différents mécanismes d'action dans les traitements du cancer. Vous allez voir, la liste est très longue. Et en me plongeant dans ces recherches sur l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc., j'ai découvert une abondante littérature consacrée spécifiquement à l'ivermectine et au cancer, ainsi qu'à l'utilisation de l'ivermectine dans le traitement du cancer. J'ai trouvé cela très étrange et très inhabituel. Et bien sûr, j'étais naturellement curieux. Pourquoi l'ivermectine serait-elle efficace contre le cancer? Comment agit-elle sur le cancer? J'ai donc fait une recherche sur PubMed et je pense que plus de 300 articles évalués par des pairs ont été publiés sur l'ivermectine et le cancer. Il s'agit pour l'instant uniquement de recherches précliniques et puis on se demande où en sont les essais sur l'homme. Je veux aussi voir les essais sur l'homme. Mais vous voyez des recherches précliniques où ils étudient les lignées cellulaires cancéreuses et où ils étudient cela sur des souris ou des rats. Mais ces recherches précliniques sur l'ivermectine et le cancer sont tellement impressionnantes. Il ne s'agit pas d'un ou deux articles, vous savez, rédigés par un groupe de chercheurs bricolants dans leur laboratoire. Il s'agit de dizaines et dizaines d'articles, vous savez, de recherches approfondies menées sur les différents mécanismes d'action de l'ivermectine dans le cancer et sur les cancers sur lesquels l'ivermectine a un impact. Et il semble vraiment s'agir d'un agent anticancéreux à large spectre qui peut être utilisé dans le traitement de divers cancers, des cancers du sang jusqu'aux tumeurs solides aussi. C'est une molécule tellement fascinante parce que quand on regarde ses mécanismes d'action, c'est un antiparasitaire très efficace. Et pourtant, elle a des mécanismes d'action différents dans le cancer. Elle cible les cellules souches cancéreuses, par exemple. Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'elle est capable d'attaquer ces cellules souches cancéreuses qui ne prolifèrent pas nécessairement rapidement. Et ce sont des cellules qui pourraient causer des problèmes à l'avenir, qui pourraient provoquer des métastases à l'avenir, qui pourraient provoquer une récidive du cancer à l'avenir. Et je pense que lorsque vous suivez une chimiothérapie standard, celle-ci tue les cellules à division rapide en raison de leur nature proliférante. Mais elle ne tue généralement pas les cellules à division lente. Et la chimiothérapie peut ne pas tuer les cellules souches cancéreuses. C'est pourquoi on entend souvent dire que la chimiothérapie est palliative plutôt que curative. L'intention est palliative, vous savez, ils vous diront par exemple qu'il est impossible de guérir un cancer du pancréas de stade 4.
Vous ne pouvez pas guérir un cancer de l'ovaire de stade 4. Nous pouvons vous faire gagner du temps grâce à la chimiothérapie qui détruira la plupart des cellules cancéreuses et réduira considérablement la taille des tumeurs, etc. Mais cela ne détruira pas les cellules souches cancéreuses ni les cellules cancéreuses résistantes à la chimiothérapie car les cellules cancéreuses peuvent développer une résistance à certains traitements. Elles peuvent être équipées de pompes qui expulsent la chimiothérapie hors de la cellule. Ainsi, dans certains cas, comme le cancer de l'ovaire en particulier, ces tumeurs peuvent développer une résistance à la chimiothérapie. C'est pourquoi l'oncologue doit changer la chimiothérapie et passer à l'agent suivant et ainsi de suite. Eh bien, l'ivermectine peut tuer les cellules souches cancéreuses que la chimiothérapie ne peut pas détruire. L'ivermectine peut également inverser ce que l'on appelle la multirésistance aux médicaments dans les cellules cancéreuses. Elle peut donc rendre les cellules cancéreuses sensibles à la chimiothérapie. C'est également un radiosensibilisateur. Elle peut également sensibiliser les cellules cancéreuses à la radiothérapie, par exemple. Elle a également d'autres actions. Elle peut inhiber la capacité de la tumeur à former de nouveaux vaisseaux sanguins. Elle peut donc inhiber l'angiogenèse. L'ivermectine inhibe donc certaines enzymes appelées métalloprotéases matricielles, qui sont des enzymes qui détachent les cellules cancéreuses de la tumeur et lui permettent de métastaser et de se propager à d'autres parties du corps par la circulation sanguine. L'ivermectine inhibe donc ces enzymes, ce qui permet par exemple d'inhiber les métastases de la tumeur. Si on y regarde de plus près, l'ivermectine agit au niveau moléculaire sur les cancers par une douzaine de mécanismes différents. Et alors vous vous posez la question, où en sont les essais sur l'homme? Car c'est finalement ce qui importe. Oui, la recherche préclinique, c'est bien. Nous avons des centaines d'articles sur l'ivermectine et le cancer. Où en sont les essais sur l'homme? Il n'y en a pas. Il existe des rapports de cas, il existe une série de cas sur 3 patients atteints de leucémie. Je crois que 2 d'entre eux ont réussi à obtenir une certaine forme de rémission grâce à l'ivermectine. Et c'est tout. Nous ne disposons d'aucun essai contrôlé, randomisé. Nous ne disposons d'aucune étude à grande échelle chez l'homme. Et puis vous découvrez que le brevet de l'ivermectine a expiré dans les années 1990. Je crois que Merck détenait le brevet. Le brevet a expiré en 1996, je crois. C'est donc un médicament bon marché dont le brevet a expiré. Et puis vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'argent à gagner en étudiant l'ivermectine chez l'homme pour le cancer. Et là où il n'y a pas d'argent à gagner en oncologie, tragiquement, la recherche ne suit tout simplement pas. Et donc, vous voyez cette focalisation. Et cela arrive à beaucoup de médicaments repositionnés. Ouais, donc l'ivermectine, le mebendazole et le femendazole ont un excellent profil de sécurité. Ils sont vraiment très peu chers comparés aux autres traitements anti-cancer qui rapportent des fortunes à Big Pharma. Donc on peut clairement affirmer que l'ivermectine offre un très gros espoir pour les thérapies anticancéreuses, beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup moins lourdes et destructrices que les chimiothérapies et autres pseudo-médicaments de Big Pharma. Donc la Floride est le premier État à investir dans des recherches alternatives totalement prometteuses. Et j'espère bien évidemment que d'autres États et pays suivront le pas dans de vraies recherches pour notre santé et non pour le profit d'une poignée d'escrocs. Et vous, mes amis, vous en pensez quoi de l'ivermectine et de tous les autres antiparasitaires qui ont été cités dans cette vidéo? Je vous remercie de tous vos avis dans les commentaires ci-dessous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très fort les amis et ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.